On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspecté, qui est FB, vous parlez LinkedIn, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit aujourd'hui. On est avec un collègue, vous l'avez déjà vu, tu es peut-être la personne qui est venue le plus souvent sur ma chaîne YouTube. Si on prend les trucs, les rétrospectives, l'émission radio, les trucs avec Pepsi. Donc voilà, c'est un petit peu sa chaîne YouTube aussi. Aujourd'hui, on est avec Mafio House, du coup, qui est là en tant que beatmaker. L'un des beatmakers qui a fait pas mal de vos sons préférés, donc il va se présenter vite fait. Et ensuite, on va avoir des petits échanges sur le beatmaking, sur la composition aux Antilles, sur les coulisses, etc. Parce que des fois, il y a des débats. Et tu sais, les gens n'ont pas tous les éléments parce que c'est un truc un peu compliqué en fait. Ouais, non, c'est un peu abstrait. Sur tout ça, donc avant, on va présenter Mafio. Donc, pourquoi tu deviens beatmaker? Comment tu tombes love de la musique? Qu'est-ce qui te plaît dans la musique? Ouais, passionné de rhythm jamaïcain, donc du coup je les collectionnais. Ok. Je les collectionnais et puis à force d'entendre, donc je me suis mis un petit peu à toaster vite fait. Ouais. Vers collège-lycée. Ok. Et puis donc avec le blaze Mafio. Et puis je me suis intéressé par la suite à la composition. Donc je me disais ouais, comment les gars font les rhythms, tout ça, tu vois, ça me pétait un peu la tête. Donc du coup, ça s'est fait un peu par hasard, c'est-à-dire que j'ai eu un voisin qui m'a dit de télécharger un logiciel pour lui, qui était un logiciel de compo. Donc du coup, je l'ai gardé. Ce logiciel-là, c'était Fruity Loop, pour ceux qui connaissent. Le fameux Fruity Loop. Voilà. Et dans une ancienne version, du coup. Et puis, je me suis essayé et j'ai vu que j'ai très vite compris comment le logiciel fonctionnait. Donc, ça m'a permis de faire des premières prods, mais c'était pas du tout dancehall, c'était plutôt rap, crunk. On était dans la période crunk. Ouais, c'est 2008, par là, quoi. Même un petit peu avant 2007, 2008, c'est ça. Donc, du coup, j'ai commencé à faire les rhythms comme ça. Et puis, enfin, les rhythms. Je me souviens, quand tu avais refait l'instru de Bienvenue dans le Texas de Booba, tu avais posé dessus. J'avais posé dessus. Ça, c'était au lycée, donc c'était en 2006-2007. Ouais. Et tu étais déjà en mode, tu avais pris un morceau de l'instru et puis tu l'as loupé. Donc j'ai commencé par du sampling et tout. J'avais refait l'instru aussi de Crank That de Soulja Boy, puisqu'en fait Soulja Boy a composé cet instru-là avec Fruity Loops. Donc on retrouvait les sonorités, tout ça. Donc je me suis amusé au début, tu vois. Et puis par la suite, j'ai vraiment voulu me concentrer sur ça et j'ai commencé mes premières collabs dans l'underground, bien sûr. Et puis après, il y a eu les compiles, etc. Parce que d'abord, déjà tu chantais. Tu as arrêté de chanter peut-être 2009-10. Exact, c'est ça. Quand je suis parti sur la France pour les études, j'ai arrêté. Je me suis dit, je fais que de la compo. Pourquoi tu t'es dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, alors à cette période-là surtout, il n'y avait pas beaucoup de beatmakers stars aux Antilles, entre guillemets stars, on se comprend. Limite, on ne savait même pas qui est-ce qui faisait l'instru. C'est ça n'intéressait pas grand monde. Comment tu t'es dit, allez, je vais me mettre dans ça, etc. Ouais, c'est vraiment la passion. Déjà, je regardais beaucoup ce que les Jamaïcains faisaient, donc j'avais déjà des noms comme Don Corleone, Birch, tout ça. Donc j'essayais un petit peu de voir leurs couleurs, de voir comment ils faisaient leur prod. Au niveau local, du coup, c'était toutes les compiles Axia, Savage et compagnie. Donc là aussi, j'ai repéré les noms, Lasquez et tout. Donc voilà, tu vois, je m'intéressais vraiment au milieu de la compo et je me suis dit, ouais, moi, c'est ça que je veux faire en fait. Puisque bon, c'est vrai que je chantais pas vraiment, c'était plus du toast. Ouais. Tu vois, on freestylait entre midi et deux. Donc la compo, je kiffais bien. Et du coup, en 2009, j'ai commencé à faire vraiment que ça. Donc tu commences à faire que de la compo. Donc c'est là que tu te dis Mafio House. C'est là que tu rajoutes le house. Ouais, donc du coup je rajoute le house. Encore une inspiration jamaïcaine puisqu'il y a beaucoup de prods là-bas qui ont ce suffixe là. Ok. Donc là aussi je me suis inspiré. J'ai voulu garder le Mafio. Et ça a donné Mafio House. Et ce que j'aimais bien avec ce blaze là, c'est que ça faisait pas DJ quelque chose. Parce qu'il y avait beaucoup de compositeurs, c'était DJ un tel. Donc moi ça faisait un petit peu plus original, je trouvais, Mafio House. Donc c'est cool. Tu as commencé, est-ce que tu sais c'est quoi ton premier rhythm, le premier truc sur quoi quelqu'un pose? En vrai, mes premières collabs, c'était avec LJ. Parce qu'en fait, justement... LJ partout, hein, parce qu'en fait, j'ai commencé à toaster avec lui, à chanter un petit peu avec lui. On a eu un petit feat. Tout ça, c'était underground, tu vois, donc pas très connu. Et il avait besoin de prod pour une mixtape qu'il faisait avec Lady Fresh. Ils avaient fait une mixtape en commun, donc là, ça a été un de mes premiers placements. Et puis très vite, il y a eu le son d'X-Men Sophie. Donc ça c'est 2010. 2010, ouais.
Donc il y a eu ce son-là, donc du coup ça m'a fait connaître dans le game, peut-être pas au grand public puisqu'il n'y avait pas ma signature, il n'y avait pas le nom Mafio, mais dans le game, les gens savaient un petit peu qui avait fait le redeem. Mais comment tu te dis que tu refais cet instru, qui est une instru du coup de La Fouine? Parce que ça buzzait en soirée. Ok, donc tu t'es dit je vais faire la version raga. Ouais, parce que c'était très tendance, les DJ déjà à l'époque, quand tu regardes DJ Dan, DJ Gilles, ils remixaient un petit peu que ça soit dancehall ou rap. Tu vois, il y avait le Bulbi local, tout ça. Donc du coup, j'ai fait le Duferme local et c'est X-Men qui a posé dessus. Ouais. Et ça a donné le son Sophie. Donc tu fais ce son-là, enfin, ce son-là sort, les gens savent que c'est toi. Ouais, et ça me permet du coup de faire mes compiles. J'ai entre guillemets une petite crédibilité. Donc ça me permet d'avoir des artistes sur mes compiles. Ça les motive aussi. Ils se disent, ouais, Mafio fait des trucs et tout. Et puis on a les premières compiles qui sont. Alors déjà, il y a des trucs virtual redeem, c'était ça. Ouais, Champomy. Il y a eu le Champomy, il y a eu le Virtual, il y a eu le Martial War, Martial Wayne. Il y a eu le Alarm Redeem, le Red Monster. Donc, c'était avec plein d'artistes. Ben, certains sont toujours là. J'ai bossé avec Nico, avec Mr. SM, avec Def J et tout. Toi-même aussi, tu étais sur mes projets également. Donc, j'ai vraiment bossé avec toute cette génération d'artistes qui étaient très underground au début. Et puis voilà, au fur et à mesure, je proposais à différents artistes, Taiji, Kako, etc. Franchement, il y avait vraiment une bonne motivation autour des One Redeem, des projets. Les artistes étaient motivés. Donc, ça m'a permis de faire ces compiles-là sans problème, quoi, sur à peu près 2 ans. L'un des tournants, c'est le Walpix. Ouais. Le Walpix Redeem. D'où te vient l'inspiration pour ce Redeem-là? Comment ça se passe? Le Walpix, déjà, tu connais un petit peu l'histoire. Le Walpix, personne n'en voulait. Ouais, oui, bien sûr que oui. Tu me faisais écouter le truc et je disais, mais non, mais t'as des instruments plus bad, moi je veux celle-là, machin. Le Walpix, peu de gens en voulaient, parce que de base, je l'ai composé pour un projet de Taiji, il faisait une mixtape. Donc je lui avais fait un pack de Redeem et il y avait le Walpix dedans, il l'avait pas sélectionné. Je suis venu au pays, c'est là où on s'est check chez Def J, donc je fais écouter le Redeem, je fais la tournée des studios. Tu vois, les gens ils tiltent pas plus dessus. Donc je rentre en France. Et tu sais, pendant que j'étais au pays, il y avait le EDF qui commençait à buzzer. Donc avec le remix de Cartel. Et je me suis dit, écoute, je vais tenter ce format-là de remix. Parce que de base, moi, j'étais vraiment compile. Tu vois, donc j'ai tenté le remix de Cartel. Et puis ça a pris, tu vois. Et c'est toi qui fais le remix toi-même et tout, machin. Ouais, je fais le remix moi-même. Donc je colle la cape et tout. Les Jamaïcains, c'est incroyable. Ça colle direct. Ça fonctionne tout de suite. Donc du coup, ça a donné le remix de Cartel. Et puis ça passait en soirée, tout ça. Donc... Ça a bien pris et du coup là les artistes se sont manifestés d'eux-mêmes. J'ai même pas eu vraiment à proposer le redeem. Les gens ils voulaient poser en fait. Donc la compile s'est fait comme ça et il y a eu vraiment beaucoup de monde. Je crois que j'ai eu 24 titres. Ah oui, non, ça c'est un truc, voilà, face A, face 2, les gros hits, parce que les gens savent, on leur dit Walpix, ils savent peut-être pas, mais il y a Quada de Calage dessus, le son de Cartel, non, c'était vraiment un gros truc. Il y a Taiji, il y a Def J, il y a tout le monde, il y a TJ aussi dessus. Exact. Le premier local, c'est TJ. C'est TJ, je lui ai donné le premier titre pour la promo. Parce que c'est lui qui a posé en premier en fait. Et c'est vrai que quand Kalash a entendu le son de TJ, du coup il m'a appelé, il m'a dit ouais, est-ce que je peux poser sur le Walpix? Bien sûr frère, c'est bad. Et du coup c'était notre première collab. Donc le son Quada et puis franchement ça a bien marché et tout. Oui, jusqu'à maintenant il le chante en concert et tout. Donc du coup tu enchaînes, tu fais le Walpix 2. Donc il y a le Walpix 2 qui s'est enchaîné direct derrière, je crois 3 mois après. Tout le monde était en fait motivé de ouf. Oui là, tu vois, je sortais le remix, là c'était avec Elephant Man. Et direct, ils ont dit ok, Walpix 2, ils ont tous sauté dessus, notamment les outils. Donc il y a eu LG, ils ont fait un clip Magic, avec. Tout ça, il y a eu le medley. Automatique, shoot à la cartoon, que bail scientifique. Million news millions sont dit, battu boyen sexy, qui aime un bugle party. Donc là, on est allé un petit peu plus loin, voilà, avec le clip. Et franchement, ça a bien pris. Et t'avais du coup Walpix 1, Walpix 2 qui s'enchaînaient. Million New Style I de LG, On m'a dit que de Magic, Dessalé de J-Max. Donc en fait, de suite, tu as vraiment 2 gros One Redeem. Et ce qui te différencie des autres beatmakers de cette période-là, c'est qu'en fait, toi, entre guillemets, tu es structuré dans le sens où c'est l'instru de Mafio House, il y a le tag de Mafio House, tu es dans certains clips des fois vite fait. Ouais, j'essaye. Donc en fait, est-ce que tout de suite tu as eu cette démarche de je suis un beatmaker, mais je veux mettre en avant
ma profession, mon truc. Ouais, c'était pas trop dans mon profil, on va dire. Moi, je suis plus un peu discret, un peu dans l'ombre. Mais c'est vrai que quand je regardais un petit peu, notamment tout ce que Khaled faisait, où il se mettait beaucoup en avant, on avait eu aussi un petit peu l'exemple avec Make One aussi. Donc, tu avais aussi le producteur du projet qui se mettait en avant. Donc, j'ai essayé un petit peu de le faire, mais franchement, pas plus que ça au final. Je laissais vraiment les artistes être en avant. Et puis le projet aussi, moi, je voulais vraiment promotionner le projet dans son ensemble. Et après, chaque artiste fait sa promo de son côté. De son côté, ouais. Et après le Wild Pix 2, donc du coup, il y a un peu cette problématique, entre guillemets, mais qui revient jusqu'à maintenant, on en a parlé il y a 2-3 jours encore, de où sont passés les One Redeem. Donc après le Wild Pix 2, t'as dû en faire d'autres. En fait, j'en ai fait d'autres, mais c'était des collaborations. C'est-à-dire que je vendais l'instru à un producteur qui allait faire un projet. Ben, c'est ça qui a donné le Gangsta Quada avec DJ Fly. Ah ouais, c'est vrai. Il y a eu le Chatix Redeem produit par Chinois Style. Donc voilà, j'ai collaboré un petit peu après ça parce que ben, tout le monde voulait un petit peu faire son projet. Et puis, comme tu dis, à un moment donné, il y a eu une baisse par la suite. Parce que même après ça, tu sais, même le Gangsta Quada, c'était très chacun de son côté, entre guillemets. Il y a des gens qui vont peut-être même pas faire le rapport entre ce son-là et ce son-là. Parce que le Wild Pix, c'était vraiment en mode le Wild Pix sort, on va écouter. Est-ce que c'est relou de faire un One Redeem? Ben, au fur et à mesure, ça commençait à devenir relou parce que les artistes, ils voulaient plus partager les prods. Tu vois, moi, j'ai vraiment ressenti ça où l'artiste, il voulait le redeem vraiment pour lui et pas qu'un tel puisse faire son son, tout ça. Parce qu'en fait, certains m'ont dit que, par exemple, une fois que tu avais Kalash sur la compile, ben, lui, il allait prendre tout le buzz et du coup, les gens allaient oublier les autres sons. Donc, du coup, les artistes commençaient un petit peu à rechigner, à participer à ces projets-là. Et petit à petit, on est arrivé sur le format single où vraiment il fallait faire un redeem pour chaque artiste, quoi. Et tu penses que c'est ce qui a tué les One Redeem, c'est ce côté les artistes ne veulent pas partager? Ouais, c'est-à-dire ils veulent vraiment faire des singles et que ça soit eux qui soient mis en avant parce que être sur une compile, déjà tu as d'autres noms sur la pochette, sur la tracklist et puis une fois que tu veux faire le clip, souvent c'est des medley. Donc c'est vrai que c'est bad les medley, moi c'est un format que j'aime bien. Mais les artistes voulaient avoir leur truc à eux, leur clip, leur son. Alors que, tu sais, nous, on a grandi, entre guillemets, culture jamaïcaine, One Redeem. C'est un truc qui te manque, toi, en tant que beatmaker, de faire. Clairement. Surtout pour nous, c'était plus pratique. Parce qu'en vrai, là, faire un redeem pour chaque artiste, il faut quand même produire. C'est ça. Temps. Alors que le One Redeem, ben, ça permettait d'avoir plusieurs styles, mais on garde la même base instrumentale. Je trouve que c'est assez intéressant. Ça met les artistes un petit peu en compétition, mais une bonne compétition, tu vois. Donc moi, j'aimais bien ce format-là. Je vois que les Jamaïcains ne l'ont pas lâché, même s'il y en a un petit peu moins. Mais c'est un format, je trouve, qui manque un peu. C'est dommage, mais bon, après... on en retrouve un petit peu, mais il y a moins de... Non, mais même les Jamaïcains, ils disent ça, que le juggling, les One Redeem, tout ça, c'est de plus en plus dead, que c'est... Skilly Bang Parle a fait son truc, Shensi a fait son truc, mais il n'y a pas... C'est vrai qu'il y a de moins en moins. Ouais, après ta période One Redeem, du coup, c'est là que tu signes? Donc ouais, il y a ma signature chez Step Ant, du coup, donc c'est le label de Chris. Donc c'est vrai qu'il me propose ça, moi je me dis en tant que compositeur, c'est quand même ouf, ça n'arrive pas tous les jours. Donc j'ai quand même voulu tenter l'expérience, je me suis dit vas-y, c'est un label antillais et tout, il y avait d'autres personnes dedans qui ont rejoint le label, X-Men, Saturn, il y avait déjà Missy Sadik, il y avait Dacha, donc voilà, il y avait franchement une belle petite équipe. Donc déjà, il y a ma signature, il y a mes participations également aux différents albums des artistes qui fonctionnaient bien. Donc il y a eu Kalash, Pompis, X-Men, Saturn aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça devient un petit peu plus commercial. Je sors vraiment du côté underground. Ouais. Et je commence vraiment du coup à déclarer les sons, machin, être rémunéré en SACEM. Donc ouais, ça c'est à partir de 2012-2013. Et ta formation à déclarer le business, tout ça, SACEM, tu l'as fait sur le tas? Ou bien tu sais, il y a des... Comment tu fais pour apprendre tout ça? Toi, tu es un jeune de l'underground, machin. C'est vrai que... Comment tu passes de chaud à froid, quoi? En mode, ah ouais, putain, c'est un travail, quoi. Ouais, mais en fait, tu te rends compte, c'est-à-dire que quand un truc prend de l'ampleur, tu te rends compte, on te fait même comprendre que ouais, il y a de l'argent par-ci, par-là. Donc c'est vrai qu'administrativement, il fallait un petit peu s'y mettre. Donc je me suis inscrit très tôt à la SACEM, déjà ça c'est une chose à faire pour protéger son œuvre dans un premier temps et être rémunéré également. Et puis après, bon, on n'était pas encore dans les streams, tout ça, mais c'est vrai que tu commences à regarder les vues, tout ça, les stats, etc. Donc c'est sûr que quand un truc prend du buzz, il te faut avoir une vision sur tout ça pour savoir un petit peu où est ton public, comment te placer, etc. Donc ça c'est indéniable. Et Step Out, enfin
mon expérience à Step Out m'a apporté aussi cette vision-là parce que l'avantage d'un label, c'est vrai que il te gère tout ce qui est administratif. Donc c'est là aussi que j'ai pu voir des trucs, les contrats, machin. C'est grâce un petit peu à cette signature que j'ai pu voir parce que c'est vrai qu'un compositeur lambda, il verra pas tout ça de base. Oui, le gars local qui fait son petit truc de son C'est côté, ça. qui signe pas, il connaît pas sa scène, contrat, machin. Et souvent, les compositeurs sont un peu, tu vois, mis de côté. C'est là que j'ai commencé à avoir des trucs. Tu vois, des artistes qui déclaraient des sons que j'avais fait avec eux. Et puis moi, j'étais pas sur la déclaration. Donc quand tu vois des trucs comme ça, tu es obligé de réagir et de te mettre un petit peu au courant des choses. C'est quoi ton plus gros, pas film d'horreur, mais tu sais, le truc qui t'est arrivé, tu t'es dit non, mais non, les gars ils font ça, machin, Ouais. genre en tourloupe, ou tu t'es dit putain, heureusement que maintenant je sais ça, tu vois. Ouais, bah c'est comme je te disais, des artistes qui vont se déclarer à 100% sur une œuvre. Et c'est sur Alors des gros sons ou bien c'est sur des petits sons, machin. Ouais, il y a quand même eu des gros sons, des Ok. trucs quand même qui buzzaient, mais en fait, les gars se disent, je pense que ouais, il va pas faire gaffe, il va pas regarder et tout. Donc il y a ça, et puis il y a un petit truc aussi, c'est des fois, ils vont retirer ton tag. Tu vois, la petite signature vocale qui dit Mafio House, certains peuvent retirer, parce qu'en fait, les artistes, enfin certains, ils veulent vraiment s'accaparer C'est tout moi, le quoi. truc, tu vois. Ouais. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ça s'est pas fait beaucoup, c'est vraiment anecdotique. Donc du coup, tu as ta période à Step Out, pendant cette période, Independent Gal, c'est pendant Step Out ou c'est avant? Ouais, c'est pendant tout ça, ça s'est fait un petit peu en même temps. C'est quoi les gros sons que tu as pu faire pendant Step Out? Tu as fait Udada de Pompis, je crois? Donc ouais, c'est les sons pour les albums. Donc il y a eu l'album de Pompis, donc Udada, Devant Babylone, qui a bien fonctionné aussi. Et puis pour Kalash, ben, c'est Independent Girl, là ça a vraiment été le gros succès. Et il y a eu sur l'album de X-Men Fake One, Ouais, qui a bien pété aussi. pété, et tout, une belle réalisation. Le clip Ça. aussi, Et ouais. puis Saturn, c'est le son Oh là là. Oh là, incroyable Ouais, cet instrument-là. voilà. Quand ce son est sorti, je me suis dit, parce que c'est la période où Saturn, pas que ça redescendait, mais tu vois. Ouais. Et quand ça s'est sorti, je le jure, hein, j'ai vu le clip, je me suis dit, ah, Mafio là, il l'a relancé. Frère. Ouais. Et ça franchement. a pas pété comme ces autres sons, alors que l'instru, frère. Ouais. Est-ce que toi, cet instru-là, quand tu l'entends, tu te dis, mais c'est des ouf, frère. Ouais, franchement, il y avait une vibe. Et puis j'ai trouvé que dans son clip, il fait vraiment ressortir aussi Ouais. l'ambiance de l'instru, Ouais. tout ça, tu vois, le côté vacances et tout. Non, franchement, c'est Tu penses qu'à ce moment-là, il y avait trop de sons et c'est pour ça que ça a pas. difficile à dire. C'est dur vrai à dire, En plus, c'est la période où Saturn commençait un petit peu à être plus commercial aussi. Ouais. Donc du coup, pour lui aussi, c'était un peu nouveau. C'est-à-dire il fallait commencer à proposer des trucs qui passent en radio, tout ça. Donc après, ce son-là, il a bien tourné, mais c'est vrai, on a peut-être Tu vois, c'est pas réussi resté à... comme le Ouais, Célibat ouais, par exemple. C'est ça. Et une autre instru à toi, je crois que c'est cette période-là, où je me suis dit, c'est un autre artiste où il était haut et puis on sentait que ça redescendait, mais il était comme toujours où c'est CRS. Avec Politique. T'es d'accord avec moi que cet instru-là est ouf. Ouais, le son est ouf. l'instru, Dès que j'ai tout ça, entendu, ouais. c'est. Et je me suis dit, ah là, Ouais, il ouais, les ouais. a giflés avec celui-là. Et au final, comme si j'ai entendu le son et après, je n'ai plus jamais entendu. Ouais, Tu penses que c'est de la com ou. C'est une question de com, on n'a pas fait le clip, on voulait, mais on Ouais. n'a pas pu faire le clip. Mais c'est vrai qu'il y a des sons comme ça qui sont un petit peu passés inaperçus et qui sont vraiment bien, Mais tu vois. vraiment, vraiment méchant. Et en plus, j'ai pas beaucoup collaboré avec Politique, au final. Ouais, donc, mine de rien, donc, Il est sur aucun des Wallpix. Non, Oui, apparemment, il aimait pas trop. Ah ouais, mais c'est vrai que le Wallpix, Il aimait au pas début, le 2, j'ai vu tout de suite. Le premier, je sais pas, comme si ça allait lentement, ou je sais pas, Oui, j'ai c'est pas vrai, vu. j'étais plus sur les rythmes lents. Déjà, ça, je suis assez connu pour ça. Et puis ouais, le Wallpix, c'est une veille avec le petit instrument, machin. Alors que maintenant tu me le joues, je me dis, mais c'est évident, comment Ouais. ça on n'a pas vu, Ouais, machin. c'est vrai. Et t'as ta période, donc, Step Out. Mm. Donc après, ça s'arrête en quelle année? Step Out, ça a dû s'arrêter en 2015-2016. Ça n'a pas duré super longtemps au Ça n'a final. pas duré super longtemps. Et puis, bon, on n'a pas pu faire non plus énormément de projets. Quand tu regardes bien, j'ai pas collaboré beaucoup avec les artistes du label, à part ceux que je connaissais déjà, comme X-Men et Saturn. Donc du coup, ouais, il y a eu un petit manque de projets, je trouve. Mais c'est vrai que ça a quand même duré 3 ans 3-4 ans, 3 ans. T'as pas fait de One Rhythm dessus? Non. Alors, mon dernier One Rhythm, c'est le X2. Où on trouve, Lâche la grappe, tout ça, ouais. Et, mais en fait, je voyais que le format, il était... Voilà. C'est bizarre parce qu'en vrai, tu sais, à cette période-là, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de beatmakers. Toi, tu étais le beatmaker
Il y avait pas de beatmaker Alors, star, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu avais Vitrine avec le EDF. Ouais, mais qui a surtout fait le EDF. Mais qui a surtout fait le EDF. Après, tu avais un petit peu PSK, mais après, il est pas anti-commencé. Et puis il était très underground, presque, en fait. Voilà, tout ça. Donc, tu avais également Joe, Black Punch, tout ça qui fonctionnait bien. Il y avait DJ Ken qui faisait les Holidays. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà un petit peu les compositeurs, on va dire, de ma génération. C'est le gars qui était en mode, ok, j'ai ce One Rhythm là, j'ai ce One Rhythm là, j'ai Kalash qui a posé sur ça, j'ai fait ça au Sec Kalash, j'ai fait ça pour. C'était trop, en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis allé beaucoup plus loin parce qu'en fait, je voulais vraiment essayer d'être placé partout. Moi, c'était vraiment un objectif. Et tu sais, je me serais dit, à ce moment-là, par exemple, tu m'aurais appelé sur One Rhythm, je serais venu et je me serais dit, bon, tu aurais appelé Kalash, tu aurais appelé les gars, se seraient dit, ok, comme, je sais pas, par exemple, DJ Genius va appeler Movado et Vibes Cartel, même si vous vous aimez pas, vous allez venir à Idonia, machin, vous allez venir. En Martinique, j'ai senti qu'il n'y avait pas ce truc de le beatmaker chaud du moment arrive, on va venir. Ouais. Tu as ressenti ça? Tu as ressenti Ça que a tu essaies dû- de faire des trucs et puis que c'est dans le mode, les gars, ils prennent 6 mois pour poser. Ouais, ça Si a lui, il pose, je duré, pose pas. C'est ça, c'est que la bonne période a duré peut-être 1 an, 1 an et 2 ans, demi. ouais. Voilà, 2 ans max, mais après, ouais, ça devenait compliqué. Ça prenait du temps. C'est vrai que moi, j'avais pour habitude d'aller vite. C'est ce que justement les artistes aimaient chez moi, c'est que voilà, c'était carré et ça allait vite. Sauf que, à un moment donné, la motivation n'était plus là pour ce genre de projet-là. Les gars, ils voulaient vraiment faire des singles et tout. Donc, du coup, on est parti sur les formats singles. Et du coup, donc tu fais des singles à Step Out, etc. Quand tu quittes Step Out, est-ce que c'est en mode. En fait, t'es en mode quoi? T'es en mode bon, je reviens en mode underground ou tu veux toujours faire des singles commerciaux? T'es dans quelle optique après Step Out? Alors, après Step Out, je suis revenu en mode indépendant, on va dire. Et là, je me rends compte qu'il y a une nouvelle vague. C'est ça. C'est-à-dire que je sens le changement est en train d'opérer. Donc moi, je suis en train de me dire, est-ce qu'il faut que je m'adapte? Est-ce qu'il faut que je continue vraiment mon style qui n'a rien à voir avec ce qui est en train d'arriver? Et du coup, j'ai fait un petit peu des deux. Donc j'ai tenté des singles, mais c'est vrai que j'ai vu un petit peu que je revenais sur l'underground. Déjà, il y avait les remixes, la période des remixes. Donc j'ai dû un petit peu participer à ça. Et les remixes, on gagne rien dessus. Mais ça te donne un petit peu de notoriété pour qu'on puisse t'appeler sur des projets. Donc moi, en fait, j'attendais des appels, tu vois, pour des placements. Mais au final, les artistes, ils faisaient plus trop d'albums. Parce qu'en fait, les albums où j'ai participé, c'était les derniers de, tu vois, par la exemple, période, voilà, Saturn, il n'a pas fait d'album après, Pompis n'en a pas fait après, etc. Et les autres artistes qui venaient, ils n'étaient pas fans du format album parce qu'ils voyaient que ça fonctionnait pas trop et tout. Donc eux, c'était single et que ça. Donc du coup, il y a eu des singles qui ont bien fonctionné, notamment avec J-Max. J'ai beaucoup bossé avec J-Max. T'as fait quoi pour J-Max déjà? Donc J-Max, déjà, il y a Est-ce nous pas t'es trop jeune, le faux zouk, j'appelle ça un faux zouk. Ok. Et tout. Il y a eu le son Love. Il y a eu un feat. Ah, love. Voilà. Oh, c'est toi ça. Ouais, J'ai zappé. Il y a eu ce son-là. Il a fait un feat avec Poplan aussi. C'est moi à la prod. Ok. Donc voilà, avec J-Max, on a beaucoup collaboré. Tout ça. Il y a d'autres artistes aussi avec qui j'ai collaboré. Donc du coup, mais en format single. Tu vois, j'arrivais plus à faire des projets de One Rhythm. Et puis ça prenait trop de temps. Tu essayais et puis ça se faisait pas ou ben tu de base tu disais flemme. Ouais, à un moment donné, je me suis dit flemme. Après, il y a eu un moment, j'ai cru que ça allait revenir, c'est quand il y a eu le panier position de Marcus. Ouais. Où tout le monde a sauté dessus, ça m'a rappelé le Wallpix en fait. Ouais. C'était vraiment la même vague. Et au final, non. Non, c'était un faux départ ça aussi. Voilà. Donc là, j'ai vraiment compris, non, il faut vraiment fonctionner en mode single et puis tant pis, tu vois. Et là, actuellement, tu as quelle vision? Là, est-ce que tu fais toujours des prods? Bien sûr, ouais. Tu fais toujours des prods. Est-ce que tu essaies de collaborer avec les artistes actuels, là, la vague très chata, même loucha, ou est-ce que c'est un truc où tu te dis, bon, je fais ce que je sais faire ou... Ouais, en fait, c'est vrai, je me suis posé la question, mais je trouve qu'il y a quand même entre guillemets, une relève au niveau de la nouvelle génération de compositeurs. Donc, du coup, eux, ils fournissent déjà ce qu'il faut aux nouveaux artistes. Donc, moi, je continue quand même à bosser avec des gars de ma génération, on va dire. Et je commence petit à petit à, entre guillemets, me mélanger à la nouvelle génération. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même un respect, tu vois. Il y a, au niveau des artistes, des compositeurs et tout, je collabore par exemple avec Natoxy parce que justement, je pense qu'à un moment donné, il écoutait ce que je faisais, ça l'inspirait. Et du coup, il y a un respect et ça nous permet de faire des collabs comme ça. Donc c'est cool, tu vois. Moi, je pousse beaucoup les nouveaux compositeurs justement à faire des trucs avec les nouveaux artistes. Parce que de toute façon, je peux pas être partout.
Oui, Tu ça, vois, c'est clair. avec les One Rhythm, ça aurait été possible à la rigueur. Tu vois, c'est un De format bosser qui tout le monde, permet de rassembler un petit peu tout le monde. Mais en single, c'est compliqué. Donc, du coup, ouais, je fonctionne toujours avec les artistes de ma génération qui sont là encore. Alors, tu as parlé de c'est compliqué. Qu'est-ce que, en tant que beatmaker, parce que souvent, frère, dès que je fais des trucs questions, vous pensez quoi, machin, les gens me disent il faut mettre les beatmakers en avant, les beatmakers sont dans l'ombre, les beatmakers. Tu sens qu'il y a vraiment une sorte, pas une frustration, mais je sais pas comment t'expliquer, des beatmakers qui ne se sentent pas valorisés ou qui se sentent lésés. Qu'est-ce qui est compliqué? D'où vient ce sentiment chez les beatmakers? Je pense que c'est dû à de mauvaises expériences qu'ils ont eues au début. En fait, je pense que tout compositeur est passé par là, c'est-à-dire t'as une prod et puis le gars il a posé, il t'a rien dit, il a fait son truc de son côté. Donc déjà t'as l'impression que voilà, que en gros t'es de la merde, on a pris ta prod et puis le gars il fait sa vie. Donc je pense que c'est à force d'avoir des mauvaises expériences comme ça, et même on parlait de ça Sam tout à l'heure, mais quand voilà on t'arnaque au niveau de tes droits, donc c'est quelque chose tu vois d'important, ben forcément t'as une frustration, et puis en plus de ça, comme tu dis, on met pas le compositeur en avant, par exemple dans le titre du son, tu vois, des fois c'est des trucs tout cons en fait, mais ça fait plaisir quand même au gars de voir quand on le met devant, c'est sa prod et tout, au moins dans la description on mettait Redeem fait par, tu vois, au moins ça, tu vois, ça montre un certain respect. Mais je pense qu'à force de voir que des artistes le faisaient pas, il y a une frustration, et justement c'est ce qui a donné la vague de remix où justement les compositeurs n'attendaient plus sur les artistes, ils faisaient leur truc parce que c'était soit trop compliqué, ça prenait trop de temps, ou sinon on les arnaquait. Et C'est ça. tu sais, en tant que beatmaker, est-ce que tu penses que les artistes, eux, globalement, parce que je pense que ça change selon l'artiste, est-ce qu'ils respectent les beatmakers, ou bien est-ce qu'il y a ce truc de... Est-ce qu'ils voient ça comme une collaboration, ou bien est-ce qu'ils voient ça comme vous travaillez pour moi? Ben ouais, t'as de tout, c'est vrai. Hein. T'as des gars, franchement, qui vont avoir un petit peu cette position de oui, tu bosses pour moi. Mais en général, quand même, je vais dire oui, il y a quand même un respect. Il y a un respect, en fait. Les gens, ils respectent parce qu'ils savent que l'instru apporte beaucoup au son. Surtout dans le style qu'on fait, frère. Voilà, ils savent ça. Mais c'est vrai que des fois, dans certaines actions et tout, tu vas avoir un manque de respect, un manque de... Voilà, c'est ça. Mais ça reste quand même pas fréquent. Mais je pense que tout compositeur est obligé de connaître ça au moins une fois. Ouais. Tu vois, au moins une fois. Mais même financièrement, est-ce que c'est compliqué? Pourquoi je demande ça? Parce que l'artiste, tu m'arrêtes si je me trompe, il fait le son. Donc vous vous divisez entre guillemets les droits. Puis après, selon les streams, la SACEM, etc., ça, c'est réparti. À chacun, ouais. Mais après, quand l'artiste va, par exemple, en showcase ou en concert, toi, tu touches pas dessus. Je touche pas dessus, sauf s'il déclare qu'il a fait un concert. Et est-ce que ça, les gars le font? Non. Parce que... Je dis non. C'est-à-dire, à un certain level, peut-être que oui, ils vont commencer à le faire parce qu'en fait, eux-mêmes touchent. C'est ça le truc, c'est qu'on est deux ou plusieurs à avoir collaboré au son. Donc tout le monde va toucher, mais il faut faire cette déclaration. Donc c'est de la paperasse Par exemple, que certains ne font pas. Par exemple, un truc tout con. Independent Gal, jusqu'à maintenant, Kalash, il le chante, machin, etc. Bien sûr. Quand il fait un concert, est-ce qu'il déclare qu'il chante Independent Gal? Bien sûr. Moi, en tout cas, je le vois sur mes fiches. Et de toute façon, lui, il est gagnant aussi. Tous ceux qui ont participé au son sont gagnants. Donc, c'est dans son intérêt aussi de le déclarer. Mais il faut avoir la démarche de le faire ou une équipe qui s'en charge. Et quand tu as des artistes qui n'ont pas d'équipe, qui viennent, qui prennent le cash du showcase, pour eux, c'est bon, ils ont leur sous. Mais c'est vrai que le compositeur derrière, tu vois, il a rien. Si ce n'est un petit peu de notoriété. Mais la notoriété ne paye pas les factures. C'est ça le truc. Et si on parlait, par exemple, niveau pourcentage de tes sons, sur l'ensemble de tes sons, combien de tes sons, ou de tes hits par exemple, tu dirais que quand un artiste le chante en show, tu le vois apparaître sur tes fiches? Genre, est-ce que c'est genre 50% de tes sons, ou bien c'est vraiment 10% sinon les autres s'en battent les couilles? Ouais, c'est vraiment 10-20%. Hein. Ok. Ouais, 10-20%, parce que la SACEM sépare en fait, donc te montre bien qu'est-ce qui équivaut à quoi. Donc si c'est du spectacle, tout ça, tu sais que c'est ça, etc. Si c'est de la radio et tout, donc tu peux voir en fait. Et c'est vrai que j'ai vu par exemple avec les APK, justement sur le X2, j'avais vu ça parce que il le chantait en showcase et tout. Et du coup, j'avais vu parce que le X2, c'est une compile underground de base. On l'a pas sorti sur les plateformes. Donc, le seul moyen de justement toucher dessus, c'est quand il le chante. Ok. Donc, au moins, tu vois, j'avais vu qu'il y avait une démarche de déclarer les prestations. Donc, ça, c'est cool. Comme et ils avaient déclaré toi aussi. Exact, ouais. Okay. Franchement, ça avait été bien fait. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est cool. Mais c'est vrai que quand tu vois les artistes chanter sur tes prods et puis toi, t'as rien, à un moment donné, t'en peux plus. C'est frustrant. Et même, j'entends des histoires d'horreur sur les sons à la radio.
tu sais, comme si les artistes, ils passent à la radio, mais ils déclarent pas à la SACEM. Donc, en fait, des fois, tu entends ton son, machin, mais tu te dis, mais attends, mais ça passe à la radio, mais je le ressens pas sur ma SACEM. Est-ce que ça aussi, c'est une complication? Peut-être pas toi, forcément, mais est-ce que des beatmakers t'ont déjà dit, frérot, les gars, on a fait le son, les gars n'ont pas déclaré le son bien. Est-ce que les radios antillaises, même, font le travail de déclarer? Ouais, ça, c'est une grosse question, parce qu'en fait, on va dire que c'est tellement faible en fait dans ce que tu peux percevoir que du coup tu te dis ouais mais il y a un problème parce que tu l'entends et tout, mais après il faut voir les équivalences, combien un passage radio, enfin de telle radio, à quoi ça vaut, tu vois. Donc du coup c'est assez compliqué, mais en tout cas ce que je dirais c'est qu'il faut avoir un regard dessus. Tu peux pas faire des prods et tout, travailler avec des artistes et ne pas regarder ce qui se passe au niveau SACEM, au niveau administratif. Donc je dirais il faut avoir un regard dessus, et si on voit qu'il y a un problème, ben, on peut appeler la SACEM, on peut dire ouais il y a un truc, et puis eux ils vont t'aider. Faut pas oublier qu'ils bossent pour nous entre guillemets, tu vois. Donc il faut aussi se servir d'eux quand il y a des soucis pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, les recours, etc. Tu peux amener des preuves aussi. Il y en a souvent qui font ça, ils amènent les preuves, regardez mon son est passé à tel moment et tout machin. Et ça leur permet par la suite de corriger, de faire les déclarations, tout ça, tout ça. T'as déjà eu à faire ça, toi? Non, apporter des preuves, non. À part pour mon inscription. Là, c'est mais t'as déjà eu à aller à la SACEM en mode, il y a un problème là, machin? Non, moi ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé, mais je sais qu'il y a des compositeurs, souvent comme ils savent que je donne pas mal de conseils, donc ils viennent me voir, ouais, il y a ci, il y a ça. Et en effet, il y a des trucs louches quand même qui se passent des fois. Et en fait, c'est parce que t'as eu le côté pro il y a 10 ans, machin, que là maintenant, je pense que ça peut pas être... Ouais, même si c'est un gros sujet, c'est un gros morceau, donc maîtriser c'est vraiment compliqué. Mais il faut au moins connaître les bases, et puis après, si tu as besoin d'aide, à la rigueur, bon, certains vont voir des avocats, tu vois, tu peux vraiment pousser le truc très loin, parce que c'est tes droits en fait, donc c'est quand même mine de rien important. Et où est-ce que, en tant que beatmaker, selon ton expérience bien sûr, tu trouves que vous gagnez le plus d'argent? C'est passage radio, c'est stream, c'est... Où est-ce que tu t'es dit, ah ouais c'est là? une bonne question ça. Alors justement, tu parlais des showcases, moi je trouve que c'est bien payé. Quand un artiste chante en live, je trouve que c'est bien payé comparé à des passages radio, surtout que bon, si tu fais un son destiné aux Antilles, voilà, on n'a pas énormément de radio ici, donc tu seras très vite limité. Par contre, quand tu as bossé avec un artiste qui sera booké par-ci par-là, là c'est beaucoup plus intéressant en termes de SACEM et tout. Donc je dirais ouais, les showcases et tout. Après, si ton son passe dans, je sais pas, dans une pub, on avait eu ça avec par exemple J-Max et tout pour le son Love, qui passait dans une pub, ou voilà, ce genre de truc-là, ça peut être sympa. Pourquoi? Je crois que c'était Digicel. Ah, c'était Digicel, ok, d'accord. Ensemble. Mais voilà, c'est des trucs intéressants, et voilà, où là, un compositeur peut vraiment bien gagner. Mais c'est vrai que, par exemple, souvent je dis, en soirée, tu gagnes pas d'argent. Ton son passe en soirée. Alors, mais tu devrais. Tu devrais, mais ça demande tellement, c'est-à-dire il faut que la boîte aussi réclame ce que le DJ va passer, enfin il y a tellement de trucs. Et c'est compliqué parce que le DJ il peut changer sa playlist, il peut changer sa playlist, mais normalement je crois il est censé avoir une playlist, on va dire pour un mois, on va dire, et donc du coup tu déclares tel son, enfin c'est tout un truc. Je sais que c'est pas évident, mais si tout le monde le faisait, tout le monde serait gagnant. Mais c'est intéressant parce que est-ce que toi par exemple à l'époque, je sais pas où on allait au Coconut, est-ce que toi tu aurais pu aller voir le patron du Coconut et lui dire bon, est-ce que tu peux demander au DJ de machin? T'as tenté de faire ça ou même pas? Non, ça se fait pas comme ça. Hein. Ouais. En fait, tout le monde un peu abandonne, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire? Aller voir le gars, tu vas pas le forcer à aller payer la SACEM, déclarer ci ou ça, tu vois, même en radio et tout. J'ai déjà entendu des trucs, des fois des sons qui sont pas déclarés et tout. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois, tu vas pas surveiller tout le monde, voir qui déclare quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant, c'est pour ça qu'il faut avoir une équipe. Quand tu as une équipe, un label et tout, tu as quelqu'un qui est dédié à ça, tu vois, souvent c'est l'éditeur qui se charge justement de voir si tout est bien déclaré, d'aller chercher les droits justement, comme on dit. Et donc c'est là où c'est bien d'avoir quand même une équipe pour ce genre de trucs. Et par exemple, toi, sur ta carrière qui a déjà plus que 10 ans là maintenant. Là, ça va faire 10 ans, ouais. Enfin, ça fait 10 ans en 2022-2023. Ouais. C'est quoi allez, c'était 3 sons, les sons où tu as touché le plus, où tu t'es dit, ah ouais, ça, heureusement que j'ai fait ces sons. Ouais, c'est mes plus gros hits, c'est-à-dire Independent Girl. Ça, c'est indéniable. Je pense que c'est un gros classique. C'est le numéro 1. Ouais, c'est le numéro 1. C'est un gros classique du dancehall martiniquais, je pense. Et ça, là où est-ce que tu as touché le plus de sons sur Independent Girl? C'est radio?
Ouais, en fait, ça jouait pas en tout. Sincèrement, c'est pas en tout parce qu'à ce niveau-là, voilà, les radios jouaient. Et quand je dis radio, c'est pas forcément des radios qui jouent que de la musique, ça peut être même des radios un petit peu plus chaîne d'infos. Donc là, tu vois, c'est bien rémunéré. Et puis, le fait que ça soit sorti sur un album aussi. Donc voilà, franchement, c'est bien parce qu'il y a eu l'album physique de aussi, cet album-là. vrai. Donc du coup, non, franchement, pour Independent Girl, c'était vraiment un petit peu partout. Après, il y a eu Pompis Udada qui a très bien fonctionné aussi. Notamment, je crois, en Réunion, ça a bien fonctionné. C'est intéressant parce qu'ici, ça n'a pas marqué. Non. Mais au final, tu as bien touché dessus. Ben ouais, quand on regarde le nombre de vues, c'est vraiment pas mal. Pour l'instant, qu'on n'entendait pas en soirée. Mais je crois que ça s'est joué surtout au niveau de la Réunion et puis quelques pays latinos aussi. Donc voilà, il y a évidemment Saturn, X-Men et tout. Donc ouais, franchement, mes plus gros hits, en fait, en vrai, on les connaît parce que c'est des sons qui sont joués en soirée, souvent dans la première partie dancehall. Tu vas retrouver pas mal de mes compositions. Ouais. Et du coup, on avait parlé, c'était quand? C'était il y a un mois ou il y a 2 mois, il y avait eu la polémique, du coup, de nos amis, qui sont tous les deux nos amis, Magistral et Listenace, où il y avait eu ce truc de, ils avaient collaboré, mais au final, ça s'était mal, enfin, ça s'était peut-être même pas mal passé, mais après, Magistral s'était senti lésé pour son tag, comme tu me disais, et il y avait ce truc de qui a pris combien de pourcents de machin, de ceci, de cela. Ouais. Est-ce que c'est compliqué maintenant quand tu sais, imagine tu travailles avec un artiste, et genre, il doit se déclarer en tant que compositeur, c'est ça? Ouais. C'est une loi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui partent du principe que quand un artiste pose sur ta prod, comme sa voix, c'est un instrument. Donc, du coup, c'est une composition en plus. Donc, en gros, si je résume, dès qu'un artiste pose, il prend une part de compo. C'est automatique. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Pour moi, je vais laisser une part de compo à l'artiste. Si on a fait le son vraiment ensemble, c'était une vraie collab où il m'a dit ouais, tu devrais faire ci plutôt que ça. S'il joue même d'un instrument, là il n'y a pas de souci, tu vois. Mais genre, tu arrives, tu poses sur la prod et tu prends des parts de compo direct comme ça, surtout sur un style urbain, tu vois, le dancehall, tout part du rhythm. C'est-à-dire, j'ai rarement bossé où genre l'artiste avait déjà fait un truc et moi j'ai composé par-dessus. Tu vois. Donc tout part du rhythm. Et l'artiste, il vient, il pose et il prend des parts de compo. Je trouve que c'est hardcore. Surtout, on sait les compositeurs ne gagnent pas des masses. Donc faire ça en plus, c'est difficilement acceptable. Donc je pense que oui, des problèmes comme ça peuvent arriver si tu as des artistes qui sont très à cheval sur des trucs. Mais après, de toute façon, c'est du business, donc c'est un deal. Donc après, si tu n'arrives pas à dealer, ben, ça bloque le son. Non, mais c'est clair, C'est ça qui se passe, c'est que ça bloque le son. Bon, ben on arrête. Et est-ce qu'il y a d'autres lois comme ça tu sais, parce que même là, quand ce truc est sorti, tu sais, les gens ils sont en train de regarder, des gens en train d'utiliser des termes techniques, et toi, tu es là, mais qu'est-ce qu'ils racontent, quoi? Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça, d'autres subtilités, beatmaker, artiste, studio, déclaration, compo, dont les gens ne se rendent pas compte, mais qui sont là, quoi? Ben en fait, le truc, par exemple, il y a l'exemple du One Rhythm, où certains se disent, ah oui, le compositeur, il est plus gagnant parce qu'il se déclare à chaque fois sur chaque son. Ouais, mais c'est aussi le principe du truc, et chaque son ne va pas fonctionner, ne va pas péter de ouf. Donc on fait comme si, ouais, au final, le compositeur, il est plus gagnant parce qu'il y a plus de sons, mais c'est faux. Tu vois, moi qui ai fait justement des projets qui sont sortis sur plateforme, je vois, au final, c'est le son que les gens auront choisi qui va rapporter le plus et les autres seront limite pas écoutés. Donc au final, jouer sur des trucs pour essayer de gratter parce que nous on récupère par-ci, par-là, je trouve que c'est rentré dans beaucoup de démagogie, beaucoup de trucs. Pour les One Rhythm, t'as vécu ça en mode ouais, mais tu vas gagner sur tous les sons. Ouais, j'ai déjà eu des réflexions comme ça. C'est un truc de Alors que pour moi, ben oui, c'est normal puisque c'est le principe du projet. Mais après, faut pas croire que ça nous rend péter de thunes et compagnie. Oui, non, mais c'est clair. Mais surtout que c'est logique puisque c'est comme si, imagine, même si c'était pas One Rhythm, imagine tu fais une instru et ensuite quelqu'un, je sais pas, sample ou utilise. C'est comme si par exemple le gars qui a fait le Diwali, ben frère, là je suppose que il a vraiment gagné dessus. C'est clair. Ouais. Donc c'est comme si on lui dit non, mais comme tu as déjà mangé sur Sean Paul, tu vas pas manger sur Lumity. Ouais, grave, c'est clair. Non, mais après, ça c'est des gens qui n'arrivent pas à admettre que la prod apporte énormément au son en fait. Que tu peux pas, c'est pas genre t'arrives, tu poses et puis ça y est, tout t'appartient et tout. Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il faut respecter le compositeur à ce niveau-là. Et comme certains disaient, le 50-50 c'est le meilleur des deux mondes, tu vois. Comme ça, tout le monde est content, machin. Mais dès qu'un essaye de gratter un petit peu par-ci, par-là, sans qu'il ait vraiment apporté une plus-value, comme je dis, si tu apportes quelque chose, là oui, c'est indéniable. Mais si tu n'as pas fait grand-chose, tu vois, pour moi, on est à 50-50 et c'est déjà bien.
Et tu vois, on parle de pourcentage, c'est intéressant. Un beatmaker, par exemple, je sais pas, imagine, je dis n'importe quoi. Def J va au studio, tu vas au studio avec Def J. Ouais, chose qui est déjà arrivée. Qui est déjà arrivée d'ailleurs, comme Def J qui sort une mixtape bientôt, ou qui est déjà sorti alors vous écoutez ça. Peut-être ça sort demain, donc oui, c'est déjà sorti. Donc, vous allez au studio avec Def J, vous faites un son, allez, ça passe à la radio, machin, etc. C'est 50-50. Ouais, si Def J a juste posé, c'est-à-dire il m'a pas... En vrai, Def J, il va vouloir jouer... Def J est chiant. Def J, c'est chiant. Tu vois, c'est un très bon exemple parce que justement, lui, il aime bien apporter sa couleur. Mais après, si l'artiste, il a juste posé, ben ouais, 50-50, j'ai fait l'instru, t'as chanté dessus, voilà, terminé. Maintenant, s'il vient, il me donne des conseils, il me dit ça, après, ça se deal. Bon, je te donne 5, 10, tu vois, après, tu gères, en fait, c'est une négociation. Donc normalement, si tout le monde s'entend bien, on est censé à un moment s'entendre et puis le son sort. Et par exemple, ce qui a été vécu, Kalash, quand il a fait Independent Gal, il est chez Chabin Prod. Ouais, alors ça c'est... Et toi, tu es chez Step Out. Là, il y a plusieurs... Et Pompi, c'est chez quelqu'un. Mais après, si tu veux, les éditeurs ont leur partie qui se partage et les artistes-compositeurs ont leur partie qui se partagent. Là aussi, il y a du deal. Par exemple, sur Independent Gal, tu as combien de pourcentage? Alors, là tu me poses une colle, mais déjà sur le projet de Kalash, c'est vraiment, je crois, sur ce projet-là qu'on a commencé à parler justement que l'artiste prenait des droits de compo, des trucs comme ça. Donc du coup, je sais que certains, ils n'ont pas accepté le deal et du coup, ils n'ont jamais vraiment pu déclarer le son. Ça, c'est eux. Moi, à cette époque-là, j'étais quand même, bon, je vais pas dire débutant, même si c'est vrai qu'il y avait... Après, Step Out à l'époque, vu un petit peu les différents, je crois qu'il y a des différents avec Kalash, ils se sont pas trop, tu vois, ils ont dit Mafio, je te laisse gérer et tout. Okay. Dans mes souvenirs, je crois que c'est ça, parce que voilà, ils voulaient pas qu'il y ait de conflit et tout. Okay. Mais c'est vrai que Kalash a son éditeur, Pompis a son éditeur, donc du coup, il y a des négociations qui font combien la part de Mafio, sachant que je faisais une compile avec le Call of, parce qu'il y a eu le son de Saturn. C'est vrai. Donc tu vois, le Call of, il est un peu complexe. Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau du pourcentage, je pense que j'aurais pu gagner un petit peu plus s'il n'y avait pas tous ces petits trucs, ces petites circonstances. Mais au final, pour moi, en vrai, l'important, c'est que le son sorte. Et puis, comme on dit souvent dans le milieu, vaut mieux avoir, je sais pas, 10% de quelque chose que 0% de... Ouais, tu as 100% de rien. De rien, 100% de rien, tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut être aussi raisonnable. Et puis, après, c'est à moi de prouver avec ce que je vais faire par la suite, que là, je deviens un petit peu plus gourmand, entre guillemets, par rapport à ma notoriété, par rapport à plein de trucs. Et à ce moment-là, la négociation peut être un petit peu plus difficile. Voilà. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai quand même laissé faire. Mais après, ça m'a permis quand même, tu vois, au final, Independent Gal a bien fonctionné. Donc, au final, tu vois, il y a entre guillemets un karma. Mais en tout cas, je me suis bien rattrapé sur ce son-là. Et il y a des négos qui sont chiantes. Des négos où tu t'es dit... Toujours, ouais, avec Pompis, enfin l'équipe, c'est pas l'artiste, mais avec l'équipe de Pompis, c'était par exemple au niveau du paiement des redeems. Ça aussi, c'est compliqué. Des fois, un artiste va prendre plusieurs redeems. Donc, la prod, elle va essayer de négocier pour, tu vois, payer un pack. Un prix gros. Donc voilà, mais après, c'est des étapes obligatoires. Pour un compositeur, c'est un peu normal que la négociation soit difficile, j'ai envie de dire. Parce que y a de l'argent en jeu, tu vois. Mais il faut défendre un peu sa part. C'est le plus important, il faut quand même défendre sa part. Et puis, si tu vois par exemple qu'on t'a pas laissé beaucoup en SACEM, tu peux essayer de récupérer sur la vente de l'instru, tu vois. Ou si par exemple tu as donné l'instru, tu dis par contre en SACEM, je suis intransigeant. Et voilà. Parce que voilà, c'est intéressant ce que tu dis aussi. Il y a le côté, tu peux vendre l'instru tant, et puis après, en SACEM c'est tant, ou tu peux dire, je prends rien sur l'instru, par exemple. Mais après, les passages radio, je veux tant machin. Ouais, par exemple, c'est possible. Parce que maintenant, il y a beaucoup de collaborations et tout. Donc, je pense que les instrus se vendent un petit peu moins qu'avant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. Donc, du coup, l'artiste, il a déjà l'instru gratuitement. Donc, ça fait un budget en moins pour la prod ou pour l'artiste. Mais par contre, au niveau SACEM, il ne faut pas qu'ils viennent encore gratter sur ta part. Puisque tu as déjà fait l'effort de laisser la prod, entre guillemets, gratuite. Donc après, c'est à chacun de gérer en fonction des affinités, en fonction de
de plein de choses, tu vois. Il y a la notoriété qui est importante parce que quand moi, on m'a déjà sorti des trucs, on m'a déjà dit, ouais, Mafio, t'es qui, machin. T'es personne, pourquoi tu. Donc, du coup, tu vois, faut un petit peu gérer avec ça. Ouais. Parce que les gars, ouais, ils sont, enfin, comme on dit, c'est un milieu de requins. Donc, C'est vraiment c'est un milieu compliqué, la musique. clairement. Pour les compositeurs, parce que déjà, les compositeurs, ils ont un petit peu moins d'expérience de tout ce qui est administratif, tout ça. Mais ouais, c'est un milieu de requins où on va rien te laisser. Si on peut prendre 100%, ils vont prendre 100%. Donc, faut faire gaffe et puis il faut être concentré, surveiller ces trucs et tout. C'est quoi les erreurs, je sais pas, 1, 2, 3 erreurs de beatmaker à ne pas faire? Un truc que tu dirais à un jeune beatmaker qui a peut-être 2 hits, là, tu le vois, tu le crois, tu lui dis alors, fais attention, maintenant j'ai 50 ans, tu vois, c'est quoi les erreurs des beatmakers en fait? Je dirais par exemple avant, en tout cas pour faire un projet, c'est un petit peu d'envoyer la prod un petit peu partout parce que après ça fait des fuites. Ok. Par exemple. Ok. Donc déjà, moi j'ai subi ça à mes débuts. Après, pour la suite, je dirais les erreurs, je dirais ce serait de ne pas être réactif et tout. Je pense que les artistes aiment bien ça quand tu es réactif. Si tu prends trop de temps, si ça dort un petit peu trop, tu peux rater des opportunités. Après, en termes de compo, bon, je ne vais pas te donner de conseils parce que vraiment, il y a... Chacun a sa vibe. Voilà, chacun a sa vibes et tout. Mais je dirais quand même, c'est bien un compositeur qui a une couleur, une identité. C'est-à-dire, on peut te reconnaître sans qu'il y ait ton tag. Tu vois, moi souvent on me fait la réflexion, ouais, Mafio, là je savais que c'était toi. Ah ouais, ok. Donc, tu vois, il y a par exemple, je trouve Natoxy, tu vois, il a vraiment une couleur. Oui. On l'identifie. PSK même aussi, si- on avait. Tu vois, PSK et tout, il y a des compositeurs comme ça. Donc ça, je pense que c'est un plus. Donc je dirais, si tu peux garder ta couleur, ton truc, ben garde-le. Parce que après, à un moment donné, quand tu as de l'expérience, tu peux recopier des styles, tu peux faire tel truc, tel truc. Mais après, ça te fait t'éparpiller, les gens ils n'arrivent pas à suivre et tout. Donc je dirais, voilà, c'est essayer de garder l'authenticité, quoi. Par exemple, toi, tu t'es jamais, enfin pas jamais, mais tu disais au début, par exemple, tu faisais crunk, rap, tout ça, machin. Ouais. Et à un moment, tu t'es vraiment spécialisé dans le sol. Dancehall. T'as pas trop. Je me rappelle pas de toi sur du rap en fait. Non. C'est vrai que j'ai commencé par ça pour. Alors que tu écoutes du rap. Ouais, j'écoute. Et en plus, des fois, ça m'arrivait de composer, mais je plaçais pas. C'est-à-dire, je gardais pour moi et du coup, voilà. Après, Parce que tu sais, avec toute la vague trap qu'il y a eu après 2015, entre guillemets. C'est vrai, mais je sais pas. En fait, j'avais l'impression que ça allait me desservir en dancehall. Tu vois, que les gens, ils allaient se dire, ouais, maintenant il fait du trap, donc. Tu vois, il fallait me placer. Du coup, moi, je me suis placé vraiment sur ce qui est caribéen. Ok. Donc, plus dancehall, c'est vrai. Après, je peux faire des styles un petit peu hybrides, comme j'aime dire. Mais je reste quand même assez dancehall. Et c'est vrai que, bon, j'ai pas énormément non plus beaucoup de contacts en trap. Ok. J'avais beaucoup plus en dancehall, donc du coup, c'était plus simple. Et c'est quoi le son que tu as kiffé le plus fait? Tu travailles avec les artistes en studio? Non, bah justement, moi, je suis de la génération... J'en vois. Ouais, je suis de la génération mail. Alors, justement, tu parlais de conseils. Un conseil que je donnerais aux beatmakers, restez pas dans votre chambre, allez en studio, tu vois. Parce que mine de rien, quand j'ai commencé à aller en studio vers justement le Wildpix et tout, on commençait à m'inviter et tout ça. Bah, du coup, ça m'a permis de faire d'autres contacts. Parce que c'est vrai, tu envoies des mails et tout, il y a de la distance. Tu sais pas si le gars il écoute, machin. Alors qu'en studio, tu peux mieux placer ta prod. Tu fais écouter le son à fond, machin. L'artiste, il est déjà dans une vibe. Il peut même aller poser direct. Donc au final, les sessions studio, c'est quand même bénéfique pour un compositeur. Donc il faut un petit peu sortir de sa chambre. Et tu te disais du coup le son. Ouais, genre, ouais. Bon, alors j'allais te demander le son que tu kiffé faire, mais est-ce que tu as des sons préférés? Donc, tu as Independent Gal qui a super bien fonctionné, Udada, machin. Ouais. Mais est-ce que tu as des sons, genre, que toi tu kiffes, tu sais, en mode, ah ouais, j'ai fait cette prod là, elle est méchante. Peut-être que ça a fonctionné aussi, mais tu vois, les prods que tu te dis, ah ouais, je suis chaud. Ouais, en vrai, en fait, c'est comme choisir son Ses enfants. préféré, tu vois. Tout le monde dit ça. C'est vrai que c'est chaud. Après, il y a des rythmes à moi que j'aime bien, mais qui n'ont pas eu le succès que, tu vois, j'aurais aimé qu'ils aient, tu vois. Et franchement, je trouve que, ouais, j'ai été original, tu vois, j'ai tenté des choses. Et au final, ça n'a pas pris plus que ça. Après, sur les trucs connus, forcément, par exemple, pour Independent Gal, l'histoire du Call of, le Call of, je le trouvais trop sombre. Ouais. Tu vois, je me disais, c'est pas un truc soirée. Et je ne l'ai pas envoyé à Kalash pour son album, parce qu'on avait déjà fait 2 sons sur cet album-là. Et ah ouais, t'as quoi d'autre déjà? J'ai le Clash Ok. et Vermine, Ok. qui est en bonus. Et pour Independent Gal, ce qui se passe, c'est que je fais la prod et tout, je me dis non, c'est trop sombre. Je vais pas sortir ça, je vais pas proposer un artiste plutôt. Mais j'ai fait le système de remix, comme pour le Wildpix. Ah, ok. T'as mis qui dessus? dessus? J'ai mis une ACAP de 6 là, j'ai sorti ça sur mon SoundCloud.
ça pète, tu vois. Et j'envoie à Kalash, je lui dis ouais, tu trouves comment et tout, machin. Il m'a dit je veux ça. Ouais. Il m'a dit je veux ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai envoyé la prod pour lui, il a posé avec Pompis. Mais tu vois, par exemple, le Call of, c'est des instruments que je kiffe. Je me suis inspiré de Star Wars, tu vois. Tout ça, c'est vraiment original, je trouve. Mais je voyais pas ça en soirée, je voyais encore moins ça en radio. Et quand j'ai vu qu'Independent Girl a eu le succès qu'il a eu, tu vois, je me dis, ben, tu vois, il n'y a pas de limite. Et des fois, même quand tu penses qu'un truc ne va pas fonctionner, ça peut fonctionner, tu vois. Et quand tu fais le Call of, tu lui envoies, il te dit je vais poser avec Pompis, ou bien comment tu découvres le son en fait? Non, il m'avait pas dit qu'il allait faire le feat. En fait, c'est Gilles qui a enregistré, donc Gilles m'envoie, DJ Gilles, m'envoie la cape et tout pour faire 2-3 arrangements et j'ai kiffé direct. Je me suis dit, ah ouais, les gars, tu vois, le tour de passe-passe et tout, j'aime bien les feats comme ça. Donc du coup, ouais, j'étais vraiment très satisfait des sons qu'on avait fait sur l'album et particulièrement Independent Girl. Et du coup, il m'a invité au clip qu'il a clippé en Martinique. Donc franchement, ouais, l'album de Kalash, ça s'est fait franchement dans la bonne humeur, bonne ambiance, même si c'était à distance. Hein. Mais tu vois, on discutait, je pense qu'il y avait WhatsApp à l'époque, ouais. On discutait et tout, mais Kalash, franchement, c'est vraiment pas l'artiste le plus difficile à qui j'ai eu affaire, tu vois, niveau prod. Et il a posé sur des trucs qui sont pas sortis, je crois. Ah ouais? Aussi, je crois, ouais. Donc il voulait tenter des choses. Donc ouais, non, franchement, ça s'est fait vraiment tranquille. Et j'aime bien aussi le son Fake Friend dans la réalisation. C'est-à-dire, tu vois, au niveau de l'instru, je trouve qu'il y a une ambiance. X-Men, il raconte une fiction, tout ça. Je trouve qu'il a bien réussi à maîtriser le rythme. Et puis le clip derrière, c'est la cerise sur le gâteau. Donc j'avoue, ces sons-là, ils sont vraiment bien réalisés, je trouve. Et on en est fiers au final. C'est ça qui est bien. Et le Gangsta Quada, donc du coup, tu l'as appelé comme ça parce que tu n'es pas parti de Quada ou bien rien à voir, tu cherches juste un nom? Ouais, je cherchais juste un nom. En fait, c'est comme Walpic, c'est des noms que j'entendais comme ça, des fois dans les sons. Et puis je reprends tout ça. Et en fait, je trouvais que Quada, ça signifiait gangsta. Ouais, violent, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc du coup, Gangsta Quada. Et puis ouais, X-Men a fait Bécane sans frein. Il y a eu Pompis avec Rude Boy. Comment ça se fait là, par exemple? Le Gangsta Quada, c'est Fly qui te dit je veux une instru pour ma compile et tu lui envoies un pack ou tu lui envoies une? Comment ça se fait? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il m'a demandé de lui envoyer des prods. Et puis, mais à l'époque, j'en envoyais pas beaucoup. Je devais envoyer 2-3 maximum. Et du coup, il prend celui-là. Et puis, il demande aux artistes de poser. Et ce qui s'est passé, c'est que X-Men, il a posé, mais il a sorti son son tout seul comme un grand. Il n'a pas attendu le projet. Donc ça, c'était assez comique parce que ça a buzzé le jour où c'est sorti. Je me rappelle, il n'y avait aucun son qui était sorti dans la semaine. Je crois qu'il sortait un mercredi et tout. Et franchement, tout le monde valide et tout. C'était vraiment, tu sais, à l'époque, on n'employait pas beaucoup le mot buzz. Ouais. Et c'est avec ces trucs-là qu'on a commencé à appeler ça buzz parce que tout le monde en parlait le jour même et tout le lendemain. Et du coup, Fly, il a dû gérer. Donc, bon, le son d'X-Men est sorti, enfin, le clip même d'X-Men est sorti. Et puis derrière, il y a eu Pompis et tout. Et moi, qui a buzzé aussi d'ailleurs. Ouais, qui a bien fonctionné, tout ça. Sur le rythme, il y a Admiralty. Quand même. Le Gangsta Quada. C'est quoi le nom du son? Follow the Leader, je crois. Jamais entendu ce son. Il y a Lieutenant sur le rythme, il y a Left Side. Donc ouais, il y avait pas mal de monde sur ce rythme-là et sur la compile en général. Donc ouais, c'était un beau projet et jusqu'à maintenant, je crois que je l'entends toujours en soirée de temps en temps. Ouais, ça c'est des gros classiques. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on a couvert tout le terrain parce que les beatmakers, ils sont tout le temps, tu sens qu'ils ont des trucs à dire. Ouais, est-ce qu'on a couvert le terrain? Est-ce qu'il y a d'autres trucs peut-être, des petites subtilités? Je crois qu'on a vraiment tout fait. Après des petites anecdotes, ouais, j'ai dit pour le Walpix, le Call of. Ouais, grosso modo, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Et est-ce que c'est sympa de collaborer avec les beatmakers ou bien c'est relou aussi des fois? Alors, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas beaucoup fait. J'avoue, y a des gars qui me demandaient et tout, j'étais pas spécialement chaud parce que, en fait, comme je construisais ma carrière, je voulais vraiment être focus sur ce que moi je faisais. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu des collabs qui étaient pas mal. Je sais que des fois, quand Seize, tu vois ce qui... mais c'est mon gars depuis, frère, attends. Quand Seize, il posait, il y avait DJ Joe qui retouchait un petit peu le rythme. Ouais. Donc des fois, ça donnait un nouveau truc et tout. Donc voilà, mais sinon c'est vrai que j'ai pas énormément collaboré. Là, je le fais un petit peu plus. Je commence à faire notamment avec la nouvelle génération de compositeurs. Mais j'ai vu que les autres faisaient beaucoup de collaborations. Ouais, je vois souvent. Il y a eu des coups de compositeurs également, tu vois. Donc non, c'est une bonne chose que les gars collaborent, ça permet d'avoir plus de promotion, tu vois, sur le projet, tout ça. Donc non, c'est cool. Et d'ailleurs, si tu devais faire allez, est-ce que tu as un top
beatmaker all time. Ouais, je pense que je peux faire ça. Après, j'en aurais un jamaïcain, un par région, Ouais. on va dire. Mais sinon, en Jamaïque, ouais, c'est Don Corleone, Birch, Russian, Not Nice, DJ News. DJ News, c'est les gars, ils sont chauds. Voilà. C'est vraiment une période. Hein. Ouais, Parce que maintenant, ouais. tu sais, même en Jamaïque, j'entends des sons, mais limite, les beatmakers, je m'en fous, quoi. Par exemple, Ouais. qui a fait Wap Wap Wap, je m'en fous. Frère, je m'en fous. Il n'y a pas... L'instru Shensia a fait des tubes, je sais pas, je m'en fous. Ouais, c'est Tandis que, frère, quand t'entendais Virginity de Cartel, tu disais, waouh, putain, là, ils ont Ouais. fait un truc. Ouais, ouais. Quand t'entendais, frère, le Military, C'est clair. il y a une âme, Axia, tu vois, on parlait Ouais. du Axia, il y a un truc. Là, maintenant, j'entends des rythmes, mais je m'en fous de qui a fait Ouais, leur ouais, deep, c'est vrai, frère. c'est vrai. Non, c'est clair qu'avant, t'avais vraiment eu une essence, une âme dans les instrus. Et au niveau local, il y a du lourd aussi, parce que les compositeurs qui m'ont inspiré, il y a DJ Gilles, DJ Blue, Lasquez. Ouais. Euh, C'est intéressant parce que Lasquez, il a pas fait beaucoup de trucs, en fait. il n'a pas fait beaucoup de trucs, mais ça Genre, tout tu ce sais qu'il pas, a fait, ça. Lasquez, je pense que c'était 3. Tu sais, genre, Axia, Savage, Axiom, tout ça, machin. Ouais. Et c'est légendaire. Mais tu sais, pareil, c'est pas un gars qui. Ouais, je pense qu'il a dû faire peut-être d'autres trucs en single. Ouais, vite ou fait, c'est des sûr. placements sur des albums, certainement. Blue, il est chaud. par Mais contre. ouais, Blue, à l'époque, je kiffais. Et pareil, tout ça. Blue, c'est un gars, il est effacé, en fait. Ouais, On sait déjà, limite, je sais pas à quoi il ressemble. Je crois que je vois à peu près, parce qu'il chantait un petit peu à un moment, il me semble. Mais tu sais, les gens ne vont pas se dire ah ouais, DJ Blue. Ouais, c'est clair. Alors qu'il a un Après, tag et tout. Hein. les compositeurs en général sont assez Ouais, discrets. ça se voit que c'est votre personnalité. Sont assez discrets, c'est vrai. L'exception, c'est Natoxy. Ouais, ben justement, Natoxy, ce qui est bien, c'est qu'il a une double casquette. Ouais. Tu Comme vois, Skunk. donc, voilà, comme Skunk et tout. Digital, vitrine. C'est vrai que quand un DJ peut promotionner ce qu'il fait, Ouais. ben forcément, c'est un plus. Mhm. C'est un plus. Moi, à mes débuts, par exemple, autour du Wild Pix, tout ça, j'ai vraiment collaboré avec les DJ. C'est-à-dire qu'il y avait un échange, ils me demandaient les fameux extended. Je pense Oui, que- putain, frère, ça, Voilà. voilà l'extended. Voilà. Voilà, donc il fallait tout préparer pour eux. Donc Ouais. au final, c'était nécessaire parce que. Mais d'ailleurs, explique c'est quoi un extended pour parce que. En fait, c'est quand on rallonge le son, soit souvent en intro, pour que le DJ puisse justement mieux faire la transition. Donc c'est une petite astuce. Ouais. Et après, c'est super efficace. Mhm. Et donc du coup, voilà, on collaborait ensemble pour justement qu'ils aient tout ce qu'il faut pour passer les sons en soirée. Donc collaborer avec les DJ, c'est vraiment primordial. Pour en tout cas le dancehall, puisque c'est une musique qui passe essentiellement en soirée. En soi, ça s'appelle dancehall. Du coup, là, je suis sûr qu'on a fait le tour. Ça fait 1 heure qu'on parle. Pareil, Bah ouais, les c'était cool. beatmakers ne pourront jamais me dire ouais, mais invite un beatmaker. Vous êtes l'ambassadeur des beatmakers. Donc, donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. On va voir si je demande à ma fille ou si on fait un autre beatmaker venir. Je connais d'autres beatmakers. Donc, on va voir peut-être que ça va se faire. Mais je suis sûr que vous avez appris plein de trucs. Moi-même, j'ai appris plein de trucs. C'était Specta et Mafio House. Pour parler inutile, on va le dire en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.